Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va causer VR et Carcassonne, vous allez voir, ça va être génial. On entend souvent parler d'Eugène Viollet-le-Duc qui a retouché pas mal de monuments pour les adapter à sa vision du Moyen-Âge, voire carrément à des villes, comme ça peut être le cas pour la cité de Carcassonne. Mais du coup, la cité médiévale de Carcassonne, à quoi elle ressemblait? Eh bien, pour en avoir un aperçu, j'ai un petit conseil à vous donner. C'est la nouvelle expédition immersive du partenaire de cet entretien, Excurio, qui s'appelle Les Derniers Remparts à Carcassonne 1304. Alors, Excurio, il a déjà par le passé réalisé plusieurs expéditions immersives en réalité virtuelle, en lien avec l'histoire. Et dans celle-ci, on va suivre les pas d'un jeune seigneur du nord du royaume de la France, dans la Carcassonne du début du XIVe siècle, à l'époque de l'Inquisition, des Cathares et juste après la croisade contre les Albigeois. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail de questions super intéressantes côté histoire tout de suite. On va parler de cette expédition immersive. L'intrigue de cette expédition immersive, elle se passe dans un contexte historique qui est bien réel et du coup les équipes d'Excurio, elles ont pu reconstituer une ville entière du XIVe siècle. Franchement, c'est pas rien. J'ai testé l'expérience moi-même et c'est assez impressionnant. Et pour ça, forcément, ils ont fait appel à pas mal d'experts. Ils se sont notamment associés au CMN, le Centre des Monuments Nationaux, tout au long de ce projet. CMN avec qui nous aussi, chez Nota Bene, on a eu l'occasion de bosser. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va pas mal parler des coulisses et pour ça j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Marguery qui travaille chez Excurio depuis pas mal de temps et qui a été co-auteur et lead designer de cette dernière expédition immersive. Bonjour Ludovic, comment ça va ? Hello Benjamin, salut tout le monde, bah ça va super. Je suis très content de pouvoir parler de cette expérience qui a pris pas mal de temps à être créée. Ravi de te recevoir. En plus, moi, alors, tu vois, tu vas mêler des trucs que j'aime bien parce que je fais de l'histoire depuis plus de 10 ans maintenant sur YouTube j'ai beaucoup de casques VR à la maison parce que je suis un gros pigeon qui achète les derniers trucs qui sortent à chaque fois et j'adore ça. Donc là, tester cette expérience, ça a été super pour moi. Franchement, vous avez fait du bon boulot et on va en reparler pendant ces 2 heures. Eh ben, merci beaucoup. Toi, donc, tu as été lead designer sur cette expérience, cette expédition immersive. T'as été co-auteur aussi, donc t'as écrit. Comment est-ce que tu t'es lancé dans ce milieu ? Déjà, j'ai été marqué par les films avec de la réalité virtuelle quand j'étais petit, Matrix, Demolition Man, tout ça. Donc j'avais très envie de créer des mondes virtuels depuis toujours. Donc quand il a fallu faire des études, j'ai choisi un master art et technologie à Paris-Est, où j'ai appris beaucoup de choses et notamment le rôle de la musique et du son dans l'immersion dans les jeux vidéo ou dans les mondes virtuels. J'ai un peu bifurqué, j'ai créé un label et un studio, donc j'ai fait pas mal de musique au début. Après, j'ai travaillé un petit peu à la télé en tant qu'enquêteur réalisateur. Et puis j'avais toujours ça en tête de OK, mais moi je veux faire des mondes virtuels, donc comment on fait? Donc j'ai repris les études, je suis allé à l'école des Gobelins à Paris avec l'école nationale du jeu et des médias interactifs Lengemin. Et j'ai passé mon diplôme, j'ai fait un projet de fin d'année en réalité virtuelle qui a bien marché, on a gagné des petits concours, on a fait des festivals et comme ça j'ai été repéré par Guillaume Martini, le head of création d'Excurio, et j'ai pu travailler ici dans ce studio depuis presque 9 ans. Ah oui, donc ça fait un petit moment que tu y es quasiment autant que moi que Nota Bene. Ça fait un moment, Et c'est quoi Excurio alors ? Alors Excurio, c'est 2 choses à la fois. C'est déjà un studio de création, donc on fait des expériences en réalité virtuelle. On a inventé le format expédition immersive, donc je pense qu'on va en reparler pour expliquer un peu ce que c'est. Et pour ça, on a créé une plateforme technologique qu'on va pouvoir... là, pour l'instant, on l'utilise juste pour nos besoins, mais on va l'ouvrir à d'autres studios pour qu'ils puissent créer eux aussi des expéditions immersives comme nous. Et
Et du coup, on travaille aussi sur ça, sur la plateforme. Donc au même titre que, peut-être que je mélange tout, hein, mais donc au même titre que dans certains jeux vidéo, on a plusieurs jeux vidéo qui vont se reposer sur des moteurs, par exemple Unreal ou des choses comme ça. Vous allez mettre à disposition votre propre moteur, entre guillemets, votre propre plateforme pour que d'autres puissent s'en servir. C'est exactement ça. On a une surcouche en fait qui marche sur les différents moteurs, Unreal ou Unity par exemple, qu'on a créé et qu'on va rendre disponible pour que tout le monde ait nos outils et aussi puisse les faire tourner dans des grandes salles, parce que nous, notre principe, c'est qu'on est dans des grandes salles de plus de 600 mètres carrés et faut détecter tous les utilisateurs en temps réel. Et donc, on a tout un système pour ça. Donc, ça fait partie de ce sur quoi on travaille là actuellement. Ouais, explique-nous un petit peu justement le concept de ces expéditions immersives, parce que du coup, c'est directement lié à ces grandes salles de 600 mètres carrés. Ouais, sinon, je pense que ça va être trop abstrait. En gros, une expédition immersive, c'est une expérience en réalité virtuelle, une aventure dans laquelle on va pouvoir venir seul ou accompagné. On peut être jusqu'à 6 personnes. Et on s'équipe du casque et on déambule en fait dans des grandes salles, donc de plusieurs centaines de mètres carrés, et on est propulsé dans le temps ou dans l'espace, et on va découvrir toute une histoire avec des personnages qui nous accompagnent sur environ 45 minutes sur la plupart de nos expéditions immersives là. Et on peut se voir, on peut communiquer avec ses potes, on peut voir aussi les autres personnes qui sont dans la salle. Et c'est un aspect là plutôt, c'est un média culturel, parce que là toutes nos expéditions en fait elles sont en partenariat avec des partenaires, et il y a des choses très pédagogiques, il y a beaucoup d'éléments historiques ou d'architecture ou d'art. Donc c'est un cinéma amélioré, parce qu'on vit à l'intérieur du monde virtuel et on se balade en toute liberté. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Moi qui ai testé l'expérience, tu vois, c'est un peu comme... alors, c'est à mi-chemin entre un long métrage et un court métrage, du coup, c'est qu'à 45 minutes, mais t'as une vraie narration. En fait, t'as un peu l'impression d'être dans un épisode de série, et qu'en même temps, mine de rien, on te lâche pas mal de petites infos à droite à gauche sur un contenu vraiment pédagogique, mais ça passe dans les dialogues, dans le jeu des acteurs, dans tous ces trucs-là, et c'est assez cool. Ouais, en fait, on veut être subtil aussi. On a plein de choses à raconter, même trop, ça rentre pas dans 45 minutes, mais on essaye de les distiller, mais d'avoir aussi des personnages forts et une intrigue. Je pense que c'est important de mêler narration et message pédagogique. Et donc là, ouais, on essaye de mixer un peu tout ça. Et aussi, c'est accessible à tout le monde, donc à partir de 8 ans. Et aussi pour les PMR, donc personnes à mobilité réduite, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir. Et là, depuis les derniers remparts, on peut utiliser nos mains, ce qui est top pour interagir avec le monde virtuel. Donc ça, c'est la petite nouveauté sur cette expédition. Alors, sachant que donc là, sur ce format-là, on peut visiter Carcassonne début 14e siècle et déambuler dedans. On va avoir plusieurs tableaux, on va en reparler. Mais avant Carcassonne, vous avez bossé sur d'autres expéditions ? On a pas mal d'expéditions là qui tournent dans le monde entier. On a plus d'une vingtaine de salles actuellement. Et on a commencé par Éternel Notre-Dame. Donc quand Notre-Dame a brûlé, on a travaillé pour la rendre accessible au public pendant les 4 années de restauration. Donc on était avec l'organisme de restauration et le diocèse de Paris, et on a écrit avec Guillaume Martini, moi-même et Bruno Cellier, on a écrit toute une expédition qui permet de comprendre l'histoire de Notre-Dame depuis sa création, donc en 1160, mais nous on commence en 1240 parce que sinon il n'y avait rien à regarder. Et ça a bien marché. C'est sous Notre-Dame actuellement, par exemple. On peut visiter encore et ça permet d'avoir plein d'infos. Ensuite, on a fait l'horizon de Khéops qui permet de comprendre le plateau de Gizeh et la grande pyramide de Khéops, où on suit une déesse chat et une jeune égyptologue. Et après, alors là, c'était avec des égyptologues, et après, on a travaillé sur Monde Disparu, qui nous permet de voyager dans le temps et de redécouvrir toute l'histoire de la création de la vie sur Terre. Donc ça, c'était avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et c'était ultra intéressant. On avait une trentaine de scientifiques avec nous. On a reproduit quasiment 100 espèces sur
plus de 4 milliards d'années, en gros. Ensuite, on a travaillé avec le musée d'Orsay sur les impressionnistes aussi, où on peut comprendre le début du mouvement. Donc, les impressionnistes, c'est un mouvement pictural, c'est des peintres, des grands peintres. Donc, on peut comprendre comment ça a été créé et découvrir un peu la personnalité de certains peintres. Et là, du coup, les derniers remparts Carcassonne 1304, c'est notre toute dernière expédition. Ouais, donc pas mal de trucs très très différents et des projets qui peut-être parleront déjà aux oreilles de ceux qui nous écoutent, puisque par exemple Éternel Notre-Dame, on en a quand même énormément parlé un petit peu partout dans les médias en tout cas. Et vraiment, c'était vraiment top parce que tout le principe, c'était de montrer aussi que la cathédrale, en fait, elle avait eu des multiples visages et que, en fait, ok, elle a brûlé, mais il lui arrivait tellement de choses dans sa vie qu'il fallait dédramatiser un peu la chose et en même temps permettre de visiter l'ancienne Notre-Dame. Malheureusement, j'ai pas vu la nouvelle, donc je suis impatient de pouvoir visiter quand même. Mais on a eu de la chance, ça a bien marché. Bon alors du coup, Carcassonne, alors on le précise déjà, toi ta spécialité, c'est l'écriture, c'est la technique, c'est la narration en VR, c'est pas l'histoire, mais tu me l'as dit juste avant qu'on lance le rec de cette émission, j'ai un peu poncé le sujet, mais voilà. Donc, je vais quand même te poser quelques questions histo, mais on le répète à ceux qui nous écoutent, tu n'es pas historien, donc s'il y a une ou deux petites erreurs, veuillez pardonner à Ludo. En tout cas, il fait de son mieux. Ludo, c'est juste une star en fait. C'est ce qu'on voit dans le chat. Je crois que tu as des collègues qui se sont infiltrés dans le chat. Ouais, il y a du trolling là, ouais. Alors, Carcassonne 1304. L'intrigue, elle se passe autour quand même d'un truc en particulier, l'Inquisition. Et même si on ne prononce pas vraiment leur nom, les Cathares. Effectivement. Et on ne prononce pas leur nom parce qu'en réalité, pour revenir sur l'histoire des Cathares, c'est déjà un peu ancien. Là, on est en 1303 quand on arrive. Et les Cathares, c'est... donc, je vais expliquer un peu ce que c'est les Cathares quand même, en me trompant. Ça va être plus rigolo. Donc, les Cathares, en fait, c'est un mouvement un peu dissident du catholicisme. Qui réfute pas mal de choses du dogme du pape, quoi. Le mariage, le baptême, la féodalité surtout, ça va poser problème. Puisque pour eux, la personne qui travaille la terre, c'est la personne qui possède la terre. Bon, ça marche pas trop comme ça en Europe à ce moment-là. Et ça va prendre de l'ampleur. Il y a plein d'autres détails. Par exemple, ils mangent pas de viande. Plein de choses qui permettent aussi de les débusquer, parce qu'on va voir que l'Inquisition, c'est un peu ça. Mais donc, ce mouvement prend de l'ampleur dans le sud de la France. Ça commence à être validé par des seigneurs, comme les Trencavel, on va en parler vite fait, et par même le clergé de la région. Donc, le pape Innocent III est pas du tout content, et il demande à Philippe Auguste de partir en croisade contre, alors on n'appelait pas ça des Cathares, mais des Albigeois. Et ça regroupe vraiment beaucoup de mouvements religieux. C'est pas une religion en soi, mais c'est des religions qui allaient à l'encontre de ce que le pape demandait. Et donc, on va avoir la première croisade dans un pays chrétien, de chrétiens contre des chrétiens, en 1209. Donc, c'est 100 ans avant notre histoire. Mais la guerre va durer très longtemps, enfin 20 ans. Et en fait, ils vont se rendre compte que le peuple aime leur seigneur. Et ils vont se rebeller un peu contre le pouvoir du roi. Donc, il va falloir fortifier Carcassonne et mettre des gens de confiance là-bas pour assurer la sécurité aussi des représentants du roi. Et ça va créer une forteresse imprenable, réputée imprenable. Et alors tu sais que moi, c'est un des grands regrets que j'ai pour l'instant. J'ai jamais foutu les pieds en vrai à Carcassonne, et vraiment, c'est un des trucs qu'il faut que je fasse où je me dis, là, je m'ambiance pour y aller, quoi. C'est un peu sympa quand même. C'est la plus grande cité fortifiée d'Europe. Et en plus de ça, petit spoiler, le Centre des Monuments Nationaux là vient enfin d'ouvrir le rempart complet. Donc on peut vraiment faire le tour comme à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de restauration. Donc même moi, là, j'ai envie d'y retourner pour revivre ça.
C'est magnifique hein, comme cité. Ah bah ouais. Et puis là, ce que vous avez fait, ça donne aussi encore plus envie. Juste pour les Cathares, petit aparté, j'avais bossé avec le musée Saint-Raymond de Toulouse, justement sur une grande expo qu'il y a eu autour des Cathares. Alors cette exposition, elle est finie. En revanche, sur ma chaîne YouTube Nota Bonus, vous pouvez retrouver le reportage qu'on a fait là-bas, et c'est vraiment le fond de l'épisode est super intéressant sur les Cathares, parce qu'il remet en question justement pas mal de romans, on va dire, national local. Sur les Cathares, et ça vous donnera l'occasion d'avoir une vision à jour scientifiquement de ce que sont les Cathares et de ce qui s'est passé dans le sud de la France à cette époque-là. Donc si vous voulez en savoir plus, en complément du discours de Ludovic, vous pouvez aller voir cette vidéo. C'est du sûr d'un point de vue scientifique. Alors tu nous as lâché un petit mot tout à l'heure, un petit nom, les Trencavel, c'est qui? Les Trencavel, alors Carcassonne a une très très longue histoire, bien avant Jésus-Christ, donc elle a été prise par les Volques textosages, par exemple, des Gaulois, les Visigoths, les Romains, évidemment. Elle a été une cité arabo-musulmane aussi à un moment, après repris par Pépin le Bref. Et après ça, c'est une famille du Sud, les Trencavel, qui vont posséder ce lieu et qui vont commencer déjà à structurer la cité. Donc à l'époque, le château... c'était le château des Trencavel qu'on voit dans Carcassonne. En fait, Carcassonne, c'est une cité fortifiée avec un château à l'intérieur, donc double fortification. Et c'est ces seigneurs qui possédaient, qui géraient cette partie de la France qui n'est pas vraiment la France. Enfin, à l'époque, c'est plus compliqué que ça. Et surtout, ils sont très proches du royaume d'Aragon à l'époque, parce qu'à l'époque, Carcassonne, c'est la limite sud de la France, en fait. Donc c'est ces seigneurs qu'il fallait déloger pour mettre les représentants du roi. Et alors dans le contexte de cette croisade contre les Albigeois, ça se passe comment pour Carcassonne de leur côté? Alors après avoir... alors là c'est compliqué, hein. Tu me demandes des petits détails historiques, mais l'idée c'est que c'est pas Philippe Auguste, mais les seigneurs, les grands seigneurs de France vont attaquer, vont déloger les Trencavel, venir à Carcassonne, se faire déloger, reprendre Carcassonne en retirant tous les habitants alentours et en les repoussant derrière le fleuve. Donc, ils vont faire une espèce de no man's land, un terrain vague, quoi. Et après, ils vont placer des représentants du roi. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le sénéchal ou le connétable, c'est des rôles des personnes qui représentent le roi dans la cité. Et donc plus de Trencavel. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et donc pour renforcer leur pouvoir, leur emprise sur la cité, ils vont mettre en place ce qu'on appelle l'Inquisition. C'est ça. Après, une fois qu'on a compris que les Cathares en fait avaient beaucoup de popularité dans cette zone, il faut réasseoir le pouvoir du roi et du pape. Et donc on va inventer quelque chose qui n'existait pas, c'est l'Inquisition. Donc l'Inquisition, en fait, c'est des inquisiteurs, donc c'est des enquêteurs religieux qui ont essayé de débusquer, de faire des interrogatoires pour trouver qui s'est perdu dans sa religion. Donc c'est pas des non-chrétiens, c'est pas des non-catholiques, c'est des catholiques qui se sont perdus et qui pourraient ne pas aller au paradis. Donc il y a un côté bienveillant sur le papier de l'Inquisition, c'est pour qu'ils puissent aller au paradis. Mais dans les faits, c'est plus quelque chose de très oppressant et qui crée un climat de suspicion, de délation et de crainte incroyable, parce que si on est hérétique et même repenti, on peut être emprisonné à vie, par exemple. Et si on récidive, on est brûlé. Ça, c'est aussi la légende. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est sûr que le peuple le vit pas très bien. Parce que être accusé de mal croire, on n'a pas volé quelque chose et on a la preuve. C'est très compliqué de se défendre. Donc c'est ça toute la perversité
de la situation. Oui, alors pour préciser quand même, c'est le Moyen-Âge souffre aussi de cette image un petit peu d'Épinal où on te brûle sur le bûcher, et surtout pendant cette fameuse Inquisition. Bon, en vérité, les gens condamnés au bûcher, c'est souvent bien plus tardif, hein, c'est le début de l'époque moderne, le début de la Renaissance en fait, et après, il y en a moins au Moyen-Âge, ça reste plus exceptionnel. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant dans l'expérience, peut-être qu'on va en reparler, mais l'Inquisition, c'est aussi un vrai système judiciaire et d'enquête où il faut des preuves. Bon, après, tu peux les pipoter, mais il faut des preuves, mais il y a des procédures, il y a voilà... je vais peut-être pas spoiler toute l'expérience, mais on voit que quand il y a des vices de procédure, il y a des gens qui peuvent passer aussi à travers les mailles du filet, quoi. Ouais, mais ça, c'est super. On a inventé aussi l'enquête à ce moment-là. Donc, on va vraiment chercher des preuves, interroger des personnes, notifier tout ça dans ce qu'on appelle des registres. Donc, c'est des documents papier qu'on entrepose dans une tour très protégée qui s'appellera la tour de la justice ou la tour d'Inquisition. Et ça va permettre au moins ça, d'avoir des procès rigoureux. En tout cas, voilà. Théoriquement, ils sont rigoureux. Après, comme je disais, c'est compliqué parce qu'on nous accuse de choses un peu abstraites, donc ça va avoir des dérives. Et nous, c'est ce dont on parle en 1303 dans l'histoire là qu'on a racontée. Eh ben, sache que avec cette visite de la tour de l'Inquisition et en bossant du coup au préalable sur Escurio et sur cette expédition immersive, j'ai découvert un truc, c'est que c'est le stockage des documents dans cette tour de l'Inquisition, parce que tu te dis bon, début 14e, ils ont leurs étagères avec leurs petits rouleaux dessus et ils ont leur bibliothèque quoi, et en fait là pas du tout, c'est-à-dire que d'un mur à l'autre on tire une chaîne, et en fait à cette chaîne on suspend un sac rempli de rouleaux, comme ça évite que les rongeurs notamment viennent bouffer les parchemins quoi. C'est exactement ça, les rongeurs et l'humidité, et donc c'est très protégé, mais surtout ça montre pourquoi on n'a pas trop de traces actuellement de tout ça. Le papier, c'est super fragile, et même eux ils avaient du mal à le conserver de leur vivant, donc nous c'est très compliqué d'avoir récupéré ça, mais ouais, ça fait un peu une vue fantasmagorique un peu quand on entre dans cette tour, parce que c'est des chaînes et des sacs, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ouais, c'était stocké comme ça. Et c'est historiquement valide. On était moins proche des Suédois, effectivement, à l'époque, comme le précise quelqu'un dans le chat. Et donc, cette cité de Carcassonne, elle est désormais aux mains du roi de France. Pourquoi on y envoie des seigneurs du Nord ? Parce qu'on a confiance aux seigneurs du Nord. Parce que Philippe le Bel, il met des personnes dont il a confiance, et comme le pouvoir vient du Nord, le pouvoir commence à être centralisé avec Philippe le Bel, mais c'est quand même très difficile de maintenir les zones aussi éloignées, parce que là on est vraiment à l'extrême sud de la France. Donc on prend des gens qui parlent d'ailleurs la langue d'Oïl et pas la langue d'Oc, puisque dans le sud on parle une autre langue. Et on prend des gens de confiance et on les place dans les zones stratégiques. Dans la cité. Donc la cité, c'est quand même 3000 habitants, donc c'est une très grosse ville pour l'époque. Et donc on a un représentant du pouvoir du roi qui est le sénéchal, qui est un peu le maire de la ville pour simplifier très fortement. Et on a le chef des armées aussi qui est le connétable. Et ces deux personnes sont très importantes et représentent le pouvoir du roi dans la zone et protègent la cité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la rage carcassonnaise ? La rage carcassonnaise, c'est qu'après 70 ans d'inquisition, le peuple en a vraiment marre, parce qu'en réalité, le catharisme, etc., c'est vraiment plus du tout présent. Et l'inquisition sert surtout à affaiblir le peuple et à le contrôler. Donc les femmes en ont marre de voir leur mari disparaître et de se faire retirer tous leurs biens, etc. Donc certains consuls, donc les consuls, c'est un peu des marchands influents du Sud, vont monter sur Paris et demander des comptes à Philippe le Bel. Et à l'époque, Philippe le Bel, ça l'arrange parce qu'il est en conflit avec le pape. D'ailleurs, il va en mourir, le pape, mais encore une fois, ça, on ne sait pas trop au niveau de l'histoire, mais il y aura un conflit entre deux et le Boniface va décéder. L'histoire raconte qu'il s'est pris un coup de gant de fer du bras droit du roi de France. Donc Philippe le Bel dit qu'il va aller dans le sud et qu'il va régler toute cette histoire et calmer la rage carcassonnaise.
Et c'est ce qu'il va faire, et c'est exceptionnel. Un roi qui descend aussi loin comme ça, et dans une petite cité éloignée, c'est très rare. Et nous, en fait, on arrive à ce moment-là où le roi arrive, et il faut préparer son arrivée et protéger une partie des remparts. Alors, on raconte pas dans l'expérience, mais ça va pas bien se passer pour les Carcassonnais, ni à Toulouse juste avant, où en fait il va prendre des consuls, etc. Donc c'est un roi. Il est voilà, il assoit son pouvoir. Oui, on arrive effectivement dans une cité un peu bouillonnante. On le voit quand on arrive. Tu pourrais nous pitcher un petit peu l'histoire que vous avez mis en place, puisqu'on suit les aventures du jeune Simon. C'est ça. Donc en fait, quand on commence l'histoire, nous, on est la garde rapprochée d'un jeune seigneur venu du Nord, Simon de Lestan, qui va découvrir, comme nous, Carcassonne pour la première fois. Il y retrouve son oncle, qui est le connétable. Il doit faire ce qu'on appelle l'estage. Donc à l'époque, on n'est plus dans la chevalerie ni vraiment dans la féodalité, mais on doit quand même allégeance au roi, et pour ça on va l'aider. Et là, l'idée, c'est de l'aider pendant plusieurs mois, à peu près 6 mois, à défendre une partie du rempart. Donc ce jeune noble plein d'idéalisme et d'espoir va découvrir une cité dans laquelle il doit protéger une partie des remparts. Donc on va découvrir tout ça, et très vite on va se rendre compte que l'Inquisition fait quand même pas mal de mal au peuple. Et là, toute la difficulté de Simon, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin d'une injustice ou des injustices, et selon son rang, comment il doit réagir. Tout était dans le nom, hein, l'estage, donc là tu te rends compte de l'injustice dans le milieu que tu intègres. Voilà. Et alors cette expérience, elle s'appelle les derniers remparts. Pourquoi les derniers remparts ? Il y a plusieurs significations. Déjà, on a choisi cette période parce que aussi c'est le moment où il y a les doubles remparts dans la cité. Donc en fait, Carcassonne, c'est vraiment très, très spécial. Il y a une première rempart, des lys, et un deuxième rempart en gros. Et donc on est à ce moment-là où ça ressemble à peu près à la cité actuelle dans la grande structuration, parce qu'elle a été refaite après par Viollet-le-Duc, et il y a eu plein de changements. Mais il y avait ça. Après, il y a les derniers remparts face à l'injustice, et qui va agir face à cette inquisition finalement. Pour la petite anecdote, je vous l'ai dit, mais le dernier rempart va être enfin accessible là au public dans la vraie cité, donc ça marchait aussi. Donc en gros, c'est accessible. Alors il y a une salle qui est à Carcassonne, et il y a que là-bas qu'on peut le faire ? Non, pour l'instant, on peut le faire à Paris, à Lyon et à Bordeaux, et très vite on va pouvoir aller dans le monde entier. Puisque nous, on a un réseau dans le monde entier, on a plus de 20 salles, comme je disais, on en ouvre régulièrement. Donc c'est amené à voyager, et l'idée, c'est que ça aussi permette à des personnes qui sont loin de Carcassonne de découvrir le Moyen-Âge, une cité médiévale et son histoire, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette cité. Doublement d'ailleurs, parce que les remparts là vont être classés aussi, ou sont déjà classés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un monument important pour la France et pour l'histoire de la société occidentale, pour toute la partie médiévale. Tu peux nous décrire un peu le dispositif ou pas ? C'est un truc qui est lourd, hein, à mettre en place ? C'est un casque de réalité virtuelle, donc c'est juste un petit casque qu'on met sur la tête, autonome, et ensuite on entre dans une salle qui a été préparée spécialement pour l'occasion. Donc on a des motifs sur les murs, et on est traqué directement. Donc notre position est comprise par l'expérience, et on se balade, et puis on voit nos amis, on voit les autres groupes. Voilà, c'est très simple. C'est juste qu'il nous faut des grandes salles, puisque nous, l'idée là, en tout cas dans les grands formats, c'est de pouvoir vraiment marcher et explorer, et la plupart des scènes là qu'on a créées ont plus de 350 mètres carrés disponibles en vraiment observation, exploration. Donc le dispositif est simple, et plus on a des grandes salles, plus on peut se balader, en gros. Mais ça marche un peu partout. Donc il n'y a pas de risque de se prendre un mur ? Il n'y a pas de risque de se prendre un mur, puisqu'il sera visible. Parce qu'on n'est pas non plus sadique, donc on montre les murs sous forme de grilles. On a
On a toute une phase au début qui explique un peu le mécanisme. Donc normalement, tout va bien. On se prend pas les murs. Et donc concrètement, quand tu vis une scène, alors par exemple, il y a une scène du marché dans Carcassonne, t'as le protagoniste qui est en train de parler, il y a une petite scénette, mais toi, tu peux te balader dans les allées du marché et tu peux très bien te dire, bon, je m'écarte un petit peu du personnage principal et je vais voir un étal et ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que tout ce monde-là qui nous est disponible soit complètement vivant. Donc, par exemple, dans le marché, il y a tous les marchands qui vont avoir des dialogues, des animations. On va croiser le deuxième personnage important qui est Agnès, une jeune femme qui est révoltée contre l'Inquisition et qu'on va suivre un peu au fil de l'histoire. Et dans ce marché, on peut choisir vraiment soit de suivre Simon, soit de suivre Agnès, soit de se balader complètement et de découvrir des mini-histoires qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, comme un éleveur qui court après son cochon. Alors lui, on le voit au fil de toute l'expérience avoir une relation avec son cochon préféré et lui courir après. Donc le travail après du design, c'est d'imaginer tout ça, quoi. Cette vie qui grouille, qui est accessible. On peut s'approcher vraiment, on peut se coller le nez aux objets, aux personnages. Donc il faut que tout soit déjà beau et réaliste et crédible et intéressant. Donc on imagine un peu une personnalité à tout le monde, en fait, à tous les personnages. Et il y en a 70 des personnages secondaires, plus 17 personnages principaux. Donc ça fait pas mal de monde à créer. Sache que, en testant l'expérience, j'ai lâché un petit... Il est très bien fait ce navet. Voilà, pour te dire à quel point le niveau de détail dans les paniers des gens qui sont au marché. En tout cas, moi, j'ai passé un petit peu de temps devant le stand de charcuterie. Et ça m'a donné envie. Voilà, j'étais un peu frustré de pas avoir ce jambon là à côté de moi. Ouais, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces petits dialogues, on les fait en répétition et on s'amuse pas mal à faire des impros aussi et à imaginer des choses drôles à montrer aux visiteurs quand ils suivent pas forcément le personnage principal. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Si on veut pas suivre l'intrigue, on se balade et les environnements sont tellement riches qu'il y a tellement de choses à voir que on peut faire un peu notre vie. Mais ça serait incroyable, ça, pour augmenter encore votre concept. Vous prenez des gens, vous les foutez en PNJ, et quand tu vas sur le marché et t'es devant le centre de charcuterie, en fait, t'as un mec qui est en VR à côté et qui te fait goûter le truc, et donc t'as vraiment l'impression, tu vas d'être dans le marché à fond, quoi. Ça serait incroyable. Ouais, alors, nous, on a ajouté les interactions, là, sur cette expérience, comme je disais. Donc, on a nos mains, on peut attraper des objets, par exemple, on peut manger une pomme là actuellement, et on va encore travailler encore plus pour être encore plus présent dans le monde virtuel et pour que les personnages réagissent à notre présence et nous proposent des choses et qu'on puisse interagir encore plus. Ça demande beaucoup de travail et de développement parce que on a des salles où il y a plus de 100 personnes parfois. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on propose de faire aux visiteurs, mais on travaille dessus et ça arrivera. Spoiler, ça arrivera. Alors on le voit déjà un petit peu, mais selon toi, c'est quoi la force de la VR par rapport au cinéma par exemple ou à juste la lecture, tu vois, c'est des médias qui sont différents en fait, qui permettent d'autres choses, mais c'est quoi le petit plus? Le petit plus, alors c'est deux médias qui se concurrencent pas forcément parce que dans le cinéma on a le choix de l'angle et du point de vue. Là, comme on maîtrise pas forcément le point de vue, bien sûr on a des techniques, mais on maîtrise pas forcément ce que regarde le visiteur à chaque moment, donc c'est un peu différent. En revanche, le visiteur, il se sent complètement immergé dans le lieu, donc que ce soit physiquement ou au niveau émotionnel, parce qu'il se passe des choses autour de lui qui vont le toucher. Et je pense que c'est très intéressant pour créer des mémoires. Donc ça paraît un peu étrange comme ça, mais quand on se balade dans Carcassonne, on a l'impression vraiment d'y avoir vécu un petit moment. Et quand tu vas visiter Carcassonne, que tu vas bientôt visiter Carcassonne, tu verras que tu auras déjà le sentiment d'être allé dans ces lieux-là et de les connaître un peu. Et ça, c'est super intéressant. Et comme on fait vivre les choses, même au niveau pédagogique, on fait comprendre les choses en les vivant, on trouve, nous, en tout cas, que c'est plus efficace pour
donner des messages pédagogiques, expliquer des choses historiques ou artistiques, ça marche super bien de le vivre plutôt que, par exemple, de le lire ou de l'entendre. Là, il y a quelque chose de plus. Il y a une valeur ajoutée, on va dire. Ouais, bah, typiquement, il y a des scènes où t'es sur le bord des remparts et de la deuxième ceinture, et là tu te rends compte de la hauteur du truc et de la difficulté que c'est de traverser. Enfin, c'est plus concret que juste une carte, en fait. Même si, en l'occurrence, il y a aussi une scénette où on voit une reconstitution de Carcassonne vue par le haut sur un plateau, un peu comme dans une grande maquette que tu verrais dans un musée. Et ça permet aussi de se rendre vraiment compte du truc, et puis là tu peux approcher, tu peux plonger un peu la tête dedans, ouais, c'est génial pour comprendre un peu la géographie du lieu. Bah, c'est bien, c'est que oui, il y a l'échelle réelle, et après nous on joue beaucoup avec les échelles, donc parfois on est géant, parfois on est minuscule, parfois c'est les choses qui changent d'échelle, et ça permet vraiment d'illustrer ce qu'on veut présenter aux visiteurs. Et là pour le siège, de se rendre compte qu'on est autant en aplomb par rapport à l'assaillant, bah, c'est difficile même de s'en rendre compte aux abords de Carcassonne. Mais là, on voit le siège. C'est une des scènes là, de l'expérience dont on parle. Et on voit le siège et on comprend qu'on est en supériorité. Et qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. On est confiant. Alors, cette expédition immersive, elle dure 45 minutes. Tu disais qu'elle allait un petit peu plus loin que les autres cette fois-ci ? D'un point de vue technique ? Alors déjà, nous, on progresse constamment au niveau visuel. Notre studio a beaucoup embauché, puisqu'on a la chance d'avoir du succès, donc on a beaucoup d'équipes avec beaucoup de métiers spécialisés, et on arrive à vraiment avoir de meilleurs résultats au niveau visuel, et aussi au niveau narration. C'est la première fois où on met une intrigue complexe. Dans la mesure des 45 minutes, mais on a quand même vraiment des personnages avec des rôles, des archétypes, un dilemme, voilà, une structure narrative vraiment complète. Et aussi, on s'est vraiment entouré de personnes spécialisées dans tous les domaines. Donc déjà, on a des acteurs qui sont scannés, qui jouent leur rôle, c'est leur propre voix. Donc Simon le héros ou Agnès l'héroïne, c'est Jean-Baptiste Lamour, Gaïa Samax, c'est des acteurs qui ont été scannés, avec qui on a fait des répétitions et qui jouent leur propre rôle. Donc ça, c'est nouveau pour nous. Et pour, par exemple, les cascades, puisqu'il y a beaucoup de scènes de combat ou des cascades, on a pris un chorégraphe spécialisé dans les reconstitutions médiévales. J'ai été agréablement surpris, je dois le dire, par la démonstration de combat. C'est-à-dire que j'ai assisté à plusieurs cours d'AMHE, des arts martiaux historiques européens, et on sentait que les gestes étaient réfléchis et que c'était pas du YOLO, quoi, comme on dit. C'est ça, c'est vraiment, ils se connaissent vraiment en escrime médiévale, mais les vidéos nous aident aussi, parce qu'on a commencé par regarder les vidéos sur la reconstitution, et après on a casté des personnes pour nous aider là-dessus, et c'est super impressionnant, et ça change aussi, puisque c'est vraiment des mouvements différents, on est dans l'efficacité, contrairement à peut-être des choses plus cinématographiques qui sont pas réalistes. Donc voilà, s'entourer d'historiens, de spécialistes de reconstitution, etc. Là, on a vraiment monté une grosse équipe. Ouais, c'est clair. Notamment, on voit, moi, ce qui m'a agréablement surpris aussi, c'est que quand il y avait des combats, forcément on a des protections, on a pas mal de choses, c'est compliqué, faut aller choper les interstices. Donc là on voit les gars qui se battent, et en fait qui se battent, mais plus qu'ils se battent, ils se jaugent au départ pour essayer de voir par où est-ce que je vais pouvoir rentrer ma lame, etc. On voit qu'il y a une évolution du combat, que ça peut se finir à la dague. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ces démonstrations de combat. Alors on l'imagine, cette expérience, cette expédition immersive, elle est en partenariat avec le CMN.
Eben, pardon. L'objectif de tout ça, c'est quoi en fait? C'est de promouvoir l'histoire, la ville, c'est de faire venir les gens? Alors, nous, notre objectif, c'est d'apporter au niveau culturel des choses intéressantes. Et pour ça, il faut s'associer aux personnes qui s'y connaissent le mieux. Donc, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir des partenaires. Et là, le Centre des Monuments Nationaux, donc c'est un organisme d'État qui gère plus d'une centaine de monuments en France. Et ils les gèrent, mais ils ont aussi des historiens, des archéologues, et ils sont en charge de le promouvoir et de le rendre accessible au public. Donc s'associer avec eux, ça nous permet de les aider dans leur démarche. Donc c'est super intéressant pour nous, et aussi ça nous permet d'être entouré de personnes très compétentes dans leur domaine et qui vont aider à faire quelque chose de crédible et intéressant au niveau pédagogique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et en plus, là, ils ont travaillé avec des grands historiens, par exemple Nicolas Fauchère, qui est spécialiste des remparts, peut-être le spécialiste dans le monde des remparts. Donc voilà, ça nous met en lien avec aussi des spécialistes. Et je pense que ça crée des choses riches dans tous les domaines. Et justement, ça permet d'embarquer sur la seconde partie de cette émission, qui est justement les coulisses. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez bossé avec les historiens? Il y a eu pas mal de questions depuis tout à l'heure, justement, dans le chat, des gens qui se posaient des questions sur comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous êtes documenté. Justement, on va y venir. Mais cette idée de Carcassonne, du coup, c'est Scurio qui l'a eu en se disant, tiens, on a envie de faire un truc sur Carcassonne, on y va, ou alors c'est le Centre des Monuments Nationaux qui vous a contacté en disant, nous on aimerait bien quand même mettre en avant la cité? Alors c'est un peu différent, nous on voulait travailler avec le Centre des Monuments Nationaux, on savait pas encore quel était le sujet, donc on les a rencontrés en fin 2020 et ils nous ont dit, ok, on a plus de 100 monuments, regardez ce qui vous intéresse et dites-nous, et on vous mettra en relation avec les personnes du monument. Et ils ont plein de super monuments. Mais quand on a vu Carcassonne, on s'est dit, bon, la période médiévale, ça parle dans le monde entier. C'est une cité extrêmement... elle est super impressionnante. Donc, ça nous a parlé directement. Donc, on leur a proposé. Ils nous ont mis en relation avec les personnes de Carcassonne, principalement Amancio Requena et Mathilde Bessieux, qui travaillent là-bas et qui nous ont accompagnés depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui pour faire l'expérience. Donc, c'était plutôt une démarche de travailler avec eux parce qu'on savait qu'ils avaient un travail extrêmement intéressant et qu'ils ont plein de monuments. Et après, c'était le choix de ce monde médiéval qui, j'espère, va parler au monde entier aussi, puisque nous, on n'est pas franco-français, on parle vraiment dans tous les pays. On propose cette expérience. Alors, pour ceux qui nous écouteraient dans 3 ou 4 ans en rediff, on enregistre cette émission en 2025. Donc, en gros, à partir de la prépa jusqu'à la livraison de cette expédition immersive, c'est 4 ans de boulot? Alors, c'est 4 ans pour une toute petite équipe réduite. Donc, je pense qu'on va en parler, mais au début, on a le directeur créatif. Donc là, c'est Guillaume Martini, le designer principal, donc moi-même, et les chefs de projet. Donc, Tarek El Kamsa et Angélique Simonet. Donc au début on est une toute petite équipe, on se renseigne, on va visiter, on parle aux spécialistes et on va dire que ça fait plutôt 1 an et demi qu'on a commencé vraiment à écrire le scénario. La conception a pris pas mal de temps, 6 mois je dirais, et après on a eu plus d'1 an de production donc pour créer la 3D, les personnages, les animations, les sons, la musique, enregistrer les acteurs. Des tonnes de métiers différents. Tu sais combien ça regroupe de personnes en tout? Nous, chez Exurio, sur ce projet, parce qu'on a plusieurs projets, on était une 50aine, mais si on regarde là, toutes les personnes impliquées, on est plus de 200. Parce qu'on a des chorégraphes extérieurs, des acteurs, des voix off, on a énormément de gens qui travaillent sur le sujet, et sans compter le marketing et l'exploitation qui sont... les personnes qui nous permettent après d'ouvrir des salles et d'aller dans le monde entier. Mais ouais, on est plus de 200 juste pour fabriquer l'expérience. Et alors, donc quand vous avez visité, vous avez vu, de toute façon après Carcassonne a déjà une aura, a déjà un intérêt, mais pourquoi vous êtes arrêté spécifiquement au début du XIVe siècle? Parce qu'il y a ce contexte de l'Inquisition qui fait un bon background pour l'histoire, pour le récit? Clairement.
Quand on a vu ça, on s'est dit, OK, là, on a une histoire qui va toucher tout le monde. Parce que l'injustice, bon, c'est intergénérationnel, c'est dans le monde entier. Et aussi parce que la cité ressemble quand même beaucoup à la cité actuelle. Comme je l'ai dit, il y a déjà les doubles remparts. Il y a déjà beaucoup de fortifications qui ont été mises en place pour protéger le Sénéchal, le Connétable et les habitants du peuple du Sud s'ils se rebellaient. Donc, ça permet aussi d'avoir une base solide. Et après, ouais, au niveau de l'intrigue, je sais que c'est triste pour la période, mais pour nous, c'est incroyable parce que c'est un terreau incroyable pour imaginer une histoire, des personnages forts et aussi un dilemme parce que l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait face à l'injustice, comment on réagit. Et il n'y a pas forcément de réponse. Chacun va réagir différemment. Donc, chacun de nos personnages va réagir différemment à l'Inquisition et du coup, ça crée plein de petites histoires dans l'histoire de Simon. Donc plein de personnages super riches. Alors cette étape d'écriture au départ, comment ça se passe exactement? T'es co-auteur avec Guillaume Martinet et Anthony Jonot, tu l'as dit, et pour qu'on comprenne bien comment est-ce que vous faites vos choix narratifs là, ok tu sélectionnes cette époque de l'Inquisition, comment est-ce que tu te dis bon faut qu'on parte sur Simon qui va venir et qui va faire son stage sur les remparts? Déjà on trouve en général un auteur externe à Exurio. Donc là, c'est Anthony qui va nous aider à entrer dans les détails de l'histoire et à créer les personnages et l'intrigue. Et après, c'est aussi du ressenti personnel, hein, puisque nous, on a envie de raconter des choses en tant qu'auteur. Il y a des choses qui nous touchent et on va plus s'attacher à certains points que d'autres. On va avoir envie de créer des personnages qui représentent plus soit des valeurs, soit des questionnements qu'on a. Et c'est comme dans un film ou une série, hein, on a un contexte et maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Et en réalité, il y a 1 millier de possibilités différentes. Donc, nous, on a choisi celle-là, mais ça pourrait être plein de choses différentes. Donc, c'est un travail entre auteurs et aussi avec le CMN, aussi les personnes d'Exurio dans le management, la direction, pour trouver quelque chose qui plaise un peu à tout le monde et qui parle à tout le monde. Et on se dit, OK, ça va toucher. Ça, même en Chine ou aux États-Unis, ils vont comprendre l'histoire, l'enjeu et s'attacher au personnage. Donc c'est là où voilà, on essaye de créer un petit sujet, un petit débat moral qui est l'injustice là, et on brode autour. Mais alors, au-delà de ça, moi, tu vois, dans la narration qui a été déroulée sur ces 45 minutes, j'ai bien vu qu'il y avait... T'as différents tableaux avec différents endroits de la cité qui sont à chaque fois autant de prétextes pour aborder des sujets différents. T'as le sujet du commerce avec le marché, t'as le sujet du combat, t'as le sujet justement de l'organisation politique de la cité, t'as la vie quotidienne d'une personne, enfin voilà. Donc tout ça, vous le décidez en amont en vous disant bon, dans l'écriture, on veut qu'il y ait tant de tableaux avec telle thématique et après on s'adapte autour, ou comment ça se passe? Ouais, ça peut être dans les deux sens. Soit comme on a une bonne idée de l'histoire de la cité et de ce qu'on a envie de montrer. Par exemple, la porte Narbonnaise, donc la porte d'entrée qui est incroyable parce qu'elle a un système de défense vraiment extrêmement développé. Donc ça, on a évidemment envie de le montrer. On a envie d'être sur les remparts. On a envie de comprendre aussi les enjeux de pouvoir entre le sénéchal, l'inquisiteur, etc. Donc on se dit, quelle est la scène qui va le mieux accompagner ces informations et cette partie de notre scénario, et on fait un choix comme ça de scène en scène. Donc c'est vraiment, ça appuie l'histoire et des fois ça inspire l'histoire, ça dépend vraiment du lieu. Et en général, on a plein de lieux et on en retire au bout d'un moment parce que sinon ça ferait 3 heures d'expérience parce qu'il y a énormément de choses intéressantes dans la cité. Même des mini-détails, on pourra en parler, mais il y a plein d'anecdotes sympa sur les choix qu'on aurait pu faire sur les lieux, mais c'est un mix entre les deux. On a les informations pédagogiques que nous on a retenues, qu'on a apprises et qu'on a envie de partager parce qu'on les trouve intéressantes. Et comme tu le dis, dans le marché, on veut montrer pourquoi il y a un marché en plein milieu d'une cité, qui y va. Par exemple, il n'y a pas de nobles, les nobles ne faisaient pas leur marché à l'époque, ce qu'ils vendent et comment on le sait aussi. Parce que pour revenir sur le marché, au niveau historique, c'est plein de questionnements, par exemple. On a retrouvé des graines de légumes, de fruits à cet endroit-là, donc on sait à peu près ce qu'ils vendaient, on sait à peu près ce qui se faisait ou ce qui se faisait pas dans la période, et on essaie de reconstituer comme ça plein de
petits détails qui aident à mieux s'imprégner du moment, du lieu, à mieux comprendre l'histoire. Donc c'est vraiment un mix de plein de choses. Pour arriver à la version finale, c'est énormément nous on appelle ça de l'itération, mais c'est énormément d'aller-retour et de changements, etc. Tout ça en saupoudrant cette narration de moments un peu waouh, alors comme cet assaut des remparts, ou des moments waouh auxquels tu t'attends pas, du style waouh, ils avaient un ascenseur. Ils n'avaient pas d'ascenseur. Mais alors là, c'est le design, c'est que nous, après, donc quand on a écrit l'histoire, après, moi, on travaille avec mes équipes, parce que j'ai une dizaine de personnes dans mon équipe, c'est d'imaginer la déambulation des visiteurs et comment on va aller d'un point à un autre. Est-ce qu'on va y vivre? Est-ce qu'on va devoir se baisser, enjamber quelque chose, être un peu enfermé, être dans des grands espaces? Et ce qui marche bien en réalité virtuelle, quand on veut aussi provoquer un peu des émotions et de l'immersion, c'est les plateformes. Donc là, il fallait qu'on soit au-dessus des remparts et qu'on descende. Mais il n'y a pas d'ascenseur à l'époque. Donc comment on fait? Eh ben, on imagine un ascenseur nous-mêmes. Mais on l'a pas fait de manière, bon, ok, on s'en moque, il ressemble à un truc basique et on descend. Non, non, on a vu avec les historiens et les graphistes 3D et les animateurs pour créer un ascenseur qui, s'il y avait un ascenseur, plausiblement serait valide historiquement. Donc, en fait, oui, c'est un espèce de monte-charge avec une rue Écureuil, donc avec des inspirations de Vinci, donc qui est pas de la même période, mais qui permet aussi de voir un peu l'ingénierie, etc. Et voilà, ça fait qu'on devient des inventeurs, ingénieurs médiévaux. Après, il me semble que c'est à Guédelon, je crois, où il y a des roues écureuils aussi. Ouais, mais pas pour les personnes. On montait pas des personnes. Donc la rue Écureuil, c'est pratique, mais normalement, on s'amuse pas à mettre le connétable dessus et à descendre s'entraîner au combat. Quand vous avez commencé cette écriture, est-ce qu'il y a d'autres aspects de la prod que vous avez lancés en même temps? Je veux dire par là, est-ce que vous aviez commencé à travailler par exemple sur des moodboards ou des visuels en même temps qui ont pu nourrir votre réflexion? Est-ce que... Oui. En fait, donc il y a aussi par exemple le directeur artistique. Donc là, c'est Mathieu Tourne, mais qui doit faire beaucoup de visuels donc en 2D pour imaginer un peu les scènes possibles, le ton, même les couleurs, voilà, les ambiances. Et là, on commence déjà à imaginer des reconstitutions qu'on envoie après à nos graphistes 3D et ils vont commencer à modéliser avec beaucoup d'aller-retour avec les historiens, certains bouts de scène pour que nous, on puisse un peu s'imprégner. Parce que ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre la tête dans le casque à tout moment, nous, et voir l'état dans lequel on est dans l'avancement de la production. Donc au début, ça ressemble pas à grand-chose, c'est des gros blocs, mais petit à petit, on commence à mettre des choses en place. Et ça, on le commence le plus vite possible parce que ça aide aussi à la mise en scène et au jeu des acteurs parce qu'ils comprennent mieux un peu dans quel lieu ils vont être. Donc gros travail de recherche et gros travail vraiment en lien avec les historiens. Ouais, énorme travail avec plein d'anecdotes sur plein de retours ou même, alors ce qui est génial, c'est que des fois, on leur permet de se poser des questions qui ne s'étaient jamais posées sur des sujets très spécifiques. Donc ils retournent sur le terrain pour enquêter, pour essayer de trouver des réponses et ils se concertent aussi. Ils se parlent beaucoup entre historiens et ils arrivent à des consensus parce que souvent, en fait, on a une théorie d'un côté, une théorie de l'autre, mais nous, on ne sait pas laquelle choisir. Donc, on les met en relation, ils en discutent, ils arrivent à un consensus et ils arrivent à une proposition un peu la dernière en date, quoi, la proposition finale historique. Et donc, on a des historiens qui sont, par exemple, redescendus dans les fossés pour savoir si on avait un pont-levis ou pas à l'entrée de la cité, parce que ça, c'est la grosse question. Est-ce qu'il y avait un pont-levis ou pas? Bon, bah là, non, on n'a pas mis de pont-levis. On a mis une structure en bois. Mais on n'avait pas vraiment de validation de ça avant même de nous poser la question. Donc, ça permet d'avoir plein d'allers-retours avec des spécialistes. Et je pense que ça les aide même. En fait, il y a ce côté... super dans notre travail, c'est qu'on aide aussi à l'avancement dans les recherches sur les sujets sur lesquels on travaille.
et on met en lien des gens qui vont nous apporter des nouvelles données en fait. Oui, parce que vous avez des besoins très spécifiques en termes de connaissances et les gars s'étaient pas forcément posé la question Ah, c'est chouette. Mais par exemple, je sais pas moi, quel cheval on peut mettre en 1304. Bon bah on nous a donné une race de chevaux, donc je regarde, c'est les Mérins. Mais en fait, quand on essaye de les reproduire, bah les Mérins actuels, c'est pas les Mérins de l'époque. Donc là, les historiens nous disent non, mais c'est pas. En fait, c'était pas. Enfin, ils s'appelaient pareil, mais c'était pas du tout la même morphologie. Donc ils font des recherches et ils retrouvent un peu la morphologie du Mérins de l'époque. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est passionnant en fait parce que ça permet de découvrir des nouvelles choses dans plein de sujets. Oui, on nous dit donc sur le marché, pas de carottes ni de pommes de terre. Ouais, alors. Au début, on avait mis des pommes de terre dans le tout début, mais on se doutait bien qu'il fallait découvrir l'Amérique avant de pouvoir mettre des pommes de terre. Mais après, ouais, on a mis des carottes, elles sont restées plusieurs semaines, et tout d'un coup, on a un historien qui dit, mais attendez, cette carotte-là, en fait, maintenant que je regarde et que je mets la tête dans le cas, c'est pas possible. Et du coup, on a des retours dessus et on met à jour constamment pour arriver au plus proche de ce que ça pourrait être. Et ça, bah, sans le voir et sans se sentir immergé, c'est difficile même pour eux d'annoter ça, parce que c'est un petit détail. Si c'était juste une image, ils auraient pas repéré la mauvaise carotte. Hein, c'était pas possible. Moi, tu vois, il y a des trucs qui m'ont bien plu aussi. C'est notamment la courte visite de la cathédrale, parce que alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les cathédrales, elles sont toutes blanches ou grises, suivant l'état, et on a de plus en plus d'initiatives, d'expositions, de spectacles de mapping 3D aussi, qui nous proposent de projeter les couleurs de l'époque sur les monuments, et ça nous montre que ces édifices, ils étaient quand même hyper colorés. Et là, c'est la première fois pour moi que, au-delà d'un spectacle juste de mapping sur une façade, tu rentres à l'intérieur et tu vois à quel point la cathédrale, elle est flashy, quoi. C'est pas, c'est des couleurs qui pètent un peu, qui sont joyeuses, qui sont magnifiques. Comment vous avez fait pour bosser là-dessus, et est-ce que toi ça t'a surpris? Est-ce que tu le savais déjà que c'était il y avait de la polychromie dans les églises? Alors quand on avait travaillé sur Notre-Dame, le portail du jugement dernier, déjà on avait hésité au niveau de la polychromie de ce qu'on pouvait mettre, donc on savait que c'est la même période, hein, Notre-Dame, qu'il existait des polychromies. Là par contre, c'est quelle couleur? Parce qu'on est sur du gothique méridional, donc un mix entre le nord et le sud à cette époque, vu que les gens du Nord sont venus travailler dans la cité, mais on savait pas trop les couleurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé 4-5 couleurs aux historiens. Et on leur a dit, bah, vous pouvez les changer à tout moment, mais nous, on va les utiliser pour peindre la nef. Petit à petit, bah, ils faisaient des retours sur les couleurs et ça mettait à jour directement dans la 3D tout ce que nos graphistes avaient peint. Et on arrive à quelque chose aussi qui, pareil, ça permet de se poser des questions. Donc là, on a, je crois que c'est Amancio, donc un membre du CMN qui allait dans une petite abbaye pour prendre des photos et retrouver des couleurs de l'époque pour comprendre un peu les pigments, etc. Donc ça permet de se poser plein de questions et de reproduire quelque chose qui est aussi un peu une vue d'artiste quand même. Hein. C'est pas, on peut pas dire c'est cette couleur exactement à cet endroit-là, mais au moins ça donne une idée de à quoi ça ressemblait à l'époque. Oui, d'ailleurs, tu parles de vue d'artiste, mais évidemment, puisqu'on est dans un procédé narratif, t'es obligé de faire des choix. À quel point vous permettez des libertés narratives en vous disant, bon, ok, alors là, peut-être qu'on s'écarte un petit peu du consensus historique, mais c'est nécessaire à la narration Honnêtement, là, dans cette expérience, on a essayé de presque pas le faire. Donc, même la manière dont ils se parlaient entre eux, les mots employés, bien sûr, il y a des choses où on a besoin d'avancer dans la narration et on va peut-être zapper quelques détails, mais l'idée là, c'était vraiment de tout faire valider et d'avoir un retour sur absolument toute la narration aussi. Donc, même historiquement, là, les personnages, leur personnalité, la façon dont ils interagissent est validée par les historiens.
Et ces historiens, alors ils sont tous issus du CMN ou il y avait d'autres historiens auxquels vous avez pu faire appel? Alors, il y a d'autres historiens, mais là, de mémoire, Nicolas Faucher, qui est à l'université de Nantes, si je me trompe pas, et Jean Blanc, sont des historiens qui, je crois, n'appartiennent pas au CMN, mais qui nous ont aidés. Et après, dans toutes les spécificités dans les détails, là, je laisse le CMN donner la liste, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées. Mais je sais que ces deux sommités, on va dire, de l'archéologie ou de l'histoire, ont travaillé avec nous. Ouais. Alors, vous faites appel à des historiens, ça c'est une chose, mais on le sait, l'histoire aujourd'hui, la progression de la science historique, elle passe aussi par du pluridisciplinaire. On mélange vraiment les disciplines, on fait appel à d'autres corps de scientifiques. Vous avez fait appel à des archéologues ou à des architectes ou ce genre de choses? Alors, nous spécifiquement, j'ai pas de nom là. Moi, j'ai plus travaillé avec, par exemple, au niveau des vêtements. Nastasia Kenar qui est spécialisée en reconstitution par exemple nous a aidé pour tout ce qui est vêtements et là la petite anecdote c'est qu'en fait elle faisait un défilé de mode reconstitution médiévale à Carcassonne et donc j'ai pu venir et interviewer toutes les personnes qui défilaient. En fait ils ont tous des personnalités, ils ont une histoire validée historiquement. Leur personnage en fait il est crédible. Et ça nous a permis d'imaginer plein de personnages dans notre expérience et surtout de voir comment étaient faits les vêtements, les couleurs, les tissus, etc. Donc il y a des choses comme ça. Après, pour les archéologues, j'ai pas de nom là, non. D'ailleurs, la mode, faut en parler, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, moi, j'étais là, je regardais l'accoutrement des mecs et je me disais bon, je suis bien avec mes t-shirts, moi. Ouais. Alors il y a vraiment un personnage où on n'est pas trop sûr, c'est Élie Patrice. Donc, à un moment dans le marché, il y a un consul qui harangue la foule parce qu'il est très énervé contre la venue du roi et il croit pas du tout qu'il va résoudre les problèmes. Et en fait, là, on a trouvé un visuel d'époque d'un consul avec une tenue bicolore. On s'est dit, mais c'est possible qu'il porte cette tenue un peu c'est un peu carnavalesque, quoi. Donc, on s'est dit, bon, on la tente, on verra ce que ça donne. Donc, si vous voyez un personnage avec une tenue un peu bicolore étrange, ça, on n'est pas sûr, mais on a des visuels. Donc, c'était peut-être une représentation iconique, mais on a des visuels comme ça. D'ailleurs, au-delà de l'aspect purement reconstitution, vous avez aussi joué sur la symbolique. On voit par exemple à un moment donné le cerf. Ouais, alors ça, c'est des choses auxquelles on s'attache. Ça s'appelle le réseau de symboles en narration. C'est comment on va mettre des petits détails un peu partout qui vont être connectés à d'autres œuvres qu'on a pu voir et qui vont nous donner des petites informations. Mais des fois, c'est vraiment très très loin de ce dont on s'attend. Mais par exemple, au début dans la forêt, on croise effectivement un cerf. J'y tenais beaucoup à ce cerf. Et en fait, le cerf, c'est le symbole de réussir à surmonter les obstacles qui viennent à nous. Donc, c'est bête, mais ce cerf, en plus, le cerf royal dans une forêt, on le voit dans Versailles, dans Game of Thrones, dans House of Dragon. C'est des choses un peu qu'on revoit dans beaucoup d'œuvres médiévales. Et ça permet de distiller un petit peu des petites infos, de reconnecter aussi avec tout cet univers multimédia qu'on connaît. On a aussi les corbeaux. Les corbeaux, alors l'inquisiteur, on le traitait de corbeau. Donc on faisait des cris de corbeau à sa venue. On essayait de pas se faire attraper, évidemment. Donc ça, on le voit un moment. Mais les corbeaux, si on regarde un peu la narration générale, c'est lié aussi à Odin et au fait que les dieux mettent leur grain de sel dans notre destinée. Et ça, c'est peut-être éloigné, mais on l'a vu dans plein de films, plein de séries. Et moi, j'aime bien utiliser ça en tout cas. Donc, si on voit un corbeau à un moment dans l'expérience, il y a peut-être possibilité qu'il se passe quelque chose de fort. Oui, encore une fois, tu citais Game of Thrones. Quand il s'agit d'évoquer le destin dans Game of Thrones, le corbeau, il est un peu beaucoup là, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est c'est ce qu'on appelle le narrative design. Donc, nous, on connaît tous ces petits tricks, mais c'est pas forcément connu du grand public. Mais c'est bien de l'utiliser aussi, même dans des expéditions comme ça en fait, on veut être aussi narratif qu'une série ou un film. Donc,
On a les mêmes outils. Quand tu parlais des historiens qui vous ont accompagné, du coup, ils vous ont vraiment accompagné du tout début jusqu'à la toute fin? Ouais, pour le coup, que ce soit Amancio ou Mathilde, ils sont là depuis fin 2020, début 2021, ouais. Et ils sont encore aujourd'hui avec nous pour même la sortie là. Et non, c'était constamment, c'est des échanges constants. Tous les jours, on leur envoyait des petites questions ou des images ou des screenshots de l'expérience où ils avaient un casque et ils pouvaient tester. Dès qu'on faisait une nouvelle version, ils pouvaient la tester et nous faire des retours et puis poser les questions dont ils n'avaient pas la réponse aux spécialistes à chaque fois, quoi. Donc ouais, c'est un gros travail de collaboration sur 4 ans. Et puis ce qui est bien, c'est que vous êtes dans le cadre d'une expérience, d'une expédition qui a quand même une visée pédagogique. J'imagine qu'ils ont quand même un pouvoir de no-go, quoi. Bon, c'est du dialogue, j'imagine, quand même. En théorie, c'est le directeur créatif qui a le pouvoir de valider ou non toutes les propositions, donc Guillaume Martini, mais dans la pratique, évidemment, on essaye que ce soit un consensus et que tout le monde soit à l'aise avec nos choix. Donc à chaque fois, on fait des réunions et on s'assure que tout le monde est OK avec ce qu'on propose et que tout soit validé. Même les bêtes mythiques, spoiler alert. Mais pour que tout le monde soit à l'aise avec ce qu'on fait et que ce soit justifié et que tout le monde soit heureux aussi, parce que c'est un travail d'équipe, hein, sur 4 ans. C'est notre bébé à tous. Alors toi, de ton côté, donc t'as été impliqué voilà, dans cette écriture, dans cette narration, mais t'es aussi lead designer. Ça consiste à quoi exactement d'être lead designer? Alors lead, ça veut dire que j'ai une équipe, donc j'ai 10 personnes, des designers. T'es un petit patron, quoi. Ouais, un petit patron. Des designers et des intégrateurs. Donc en gros, les designers, c'est les personnes qui vont devoir déjà avoir des idées, puisque c'est notre travail. Donc imaginer dans le détail toutes les scènes, tous les personnages, toutes les actions, tous les objets, tout ce qu'on va vivre en fait, tout ce que le visiteur va vivre. Donc comment il va se déplacer, par où il va passer, quelle action il va devoir faire, quelle émotion il va avoir et pourquoi on lui donne cette émotion à cet endroit-là. Si on veut le mettre mal à l'aise et qu'en plus l'histoire veut qu'on soit mal à l'aise à ce moment-là, on va utiliser des outils de design pour le faire. Donc la réalité virtuelle, c'est du vertige, c'est des plateformes qui bougent, c'est des effets d'échelle. Donc il y a plein d'outils pour qu'on manipule un peu le cerveau humain. Et ça, c'est très efficace pour le coup, la réalité virtuelle. Et ça nous permet comme ça de créer plein de petits moments mémorables pour les visiteurs et fun et intéressants. Donc ça, c'est le design. On documente tout pour qu'après, en production, que ce soit les graphistes, les animateurs, les tech artistes, les développeurs, enfin, il y a énormément de métiers, puissent travailler. Et après, j'ai une équipe aussi d'intégrateurs. Et ça, c'est les personnes qui prennent tout ce qui a été créé, qui le mettent dans le moteur et qui reconstituent l'histoire que nous, on a imaginée en tant qu'auteur. Donc, c'est un peu l'équivalent de monteur plus dans le cinéma. Donc, je travaille avec ces personnes-là pour... En gros, on a un gros du travail de conception, pré-production aussi, puisque au début, on n'a pas encore les graphismes, on n'a pas les acteurs, les personnages, donc on fait ce qu'on appelle, par exemple, du block-out. Donc, on met des gros cubes un peu partout. Donc ça, pour les gens qui connaissent le jeu vidéo, ils savent ce que c'est, mais on crée tous les volumes, on imagine toute la déambulation, et après, on imagine les animations. Donc, on anime tout, mais de manière très moche. C'est ce qu'on appelle une animatique. Donc ça, vous l'avez peut-être vu aussi sur les Pixar, Disney, la version avant que tout le monde entre dans le projet. Et après, quand on entre en production, là, il y a des centaines de personnes, comme j'ai dit, qui entrent une fois que tout est choisi, validé. On envoie l'armée, quoi, et on fait pendant 1 an toute la production. Puisque je t'ai sous la main, je vais te poser une question qui, je pense, va éclairer beaucoup de monde. C'est quoi la différence entre design et graphisme? Je ne sais pas dessiner, par exemple. Enfin, je fais des petits bonhommes en trait, quoi. Non, le design d'expérience, c'est pas du tout du graphisme. C'est vraiment imaginer ce que vit le visiteur et ce qu'on raconte. Et donc, ce que j'expliquais là, c'est il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de narration, il y a beaucoup de
de science des interactions, du déplacement, de comment on crée des émotions. Donc il y a plein de métiers, le narrative design, le level design, le game design, ça vous l'avez entendu normalement dans le monde du jeu vidéo. Donc c'est plutôt ça. Pour ce qui est du dessin, c'est les directeurs artistiques et les concept artistes. Donc c'est un autre métier. Et ensuite pour la 3D, on a des graphistes 3D, des tech artistes qui font tout ce qui est éclairage, effets spéciaux, etc. Et voilà. Et après, on a les animateurs et les riggers pour tout ce qui est animation. Donc il y a plein de métiers différents, mais les designers ne sont pas des graphistes dans les métiers en tout cas du jeu vidéo ou Ce que disent enfin l'armée du coup qui bosse avec toi et qui est dans le chat nous dit en fait design c'est tout simplement un anglicisme pour dire conception quoi. Exactement. Notre travail c'est d'avoir les idées et de les partager après à toute l'équipe pour qu'ils puissent avancer. Donc c'est beaucoup de documents, bien sûr il y a beaucoup de visuels et beaucoup de prototypes. Donc les versions moches avant que le joli arrive. Alors tu nous l'as dit donc au départ vous posez en gros des gros blocs typiquement le marché vous faites comment vous dites tiens on va mettre 15 étals 20 étals on fout ces gros blocs là et comment ces gros blocs vont se retrouver à être affinés au fur et à mesure pour donner ce gars qui me propose son jambon qui me fait envie. Alors déjà là il fallait trouver un espace dans la cité. On l'a un peu trituré parce qu'on voulait vraiment que ce soit une scène énorme. Après, on a défini vraiment la zone maximale qu'on pouvait avoir dans toutes nos 20 salles. Donc là, c'est vraiment énorme. Il y a à peu près 500 mètres, je crois, peut-être 400 mètres carrés de zone. Et ensuite, on vient placer des gros blocs de stands. Et sur des images en vue de haut, on se dit, bon, bah, lui, il va faire des paniers en osier. Lui, il va vendre des épices. Elle va vendre des tissus. On monte ça aux historiens. Ils nous valident un peu. Et après, on va chercher. Mais ça veut dire, ils vendent. Qu'est-ce qu'ils vendent en réalité? À quoi ça ressemble? Quelle taille ça fait? Ensuite, on va choisir dans les personnages concrets, donc dans les 70 personnages, qui vend quoi? Et après, on leur imagine leur personnalité. Donc, est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce qu'ils sont repentis? Donc ça, on pourra en parler, mais il y a des marchands repentis au niveau de l'Inquisition. Et après, on imagine tous les déplacements, même du petit cochon qui court partout. Donc cette scène-là, c'est Aurélien, dédicace à Aurélien, qui a travaillé des mois dessus pour imaginer absolument tous les détails de toute la scène. Et après, en graphisme, avec Thomas, ils ont tout mis en beau, en joli. Mais ça prend des mois. Et des petits clins d'œil à des œuvres cinématographiques ou autres. Non, parce que j'ai cru entendre à un moment donné un bout de dialogue qui ressemblait, alors c'était pas du poisson, mais c'était un peu il est pas frais ton poisson sur le marché. Bon, ça c'était en fait, on fait des tournages préparatoires et on joue nous-mêmes. On fait les acteurs dans les tournages préparatoires. Ça permet aux vrais acteurs de comprendre les scènes, de s'entraîner, à comprendre aussi les volumes, les déplacements. Et là, spécifiquement avec Aurélien, on s'amusait à s'insulter en tant que marchand et on a gardé un peu de nos phrases, mais ouais, c'est sûrement des inspirations Astérix. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, alors t'as un historien qui t'a dit ouais cette carotte là, elle a rien à faire sur le marché. Il y a d'autres exemples comme ça que tu peux nous citer où vous aviez fait un truc et là il y a un historien qui est intervenu en disant ou un spécialiste et qui s'est dit tiens ça les gars faut le changer. Alors j'en ai des tonnes. Je dirais alors par exemple on a une salle d'apparat où on rencontre le sénéchal et cette salle elle était un peu complexe parce qu'on voulait mettre des tapisseries. Là, on a tenté des tapisseries à partir... Alors déjà, il ne reste pas beaucoup de tapisseries d'époque. Et on a tenté un peu des illustrations, des propositions. Ils nous ont dit, bon, c'est trop risqué, on va prendre des petits motifs qui sont validés et on va refaire juste à partir de motifs. Et aussi, on avait besoin d'éclairer cette pièce. Mais en réalité, à l'époque, ils n'avaient pas tant de bougies ou ils ne faisaient pas des feux en pleine journée ou... ils n'avaient pas des lustres, donc là on a dû tricher parce que c'était très sombre, puisque en fait j'imagine qu'ils vivaient dehors la journée, contrairement à nous, et qu'ils n'avaient pas trop d'intérêt à être dans des salles complètement obscures. Donc ouais, des fois on se fait
retoquer sur des petites choses, mais on trouve toujours des solutions. Après, il y avait le trébuchet. Alors ça, c'était intéressant. Donc on a un trébuchet à un moment, d'ailleurs, c'est impressionnant puisqu'on le voit en action. Au début, les graphistes et les animateurs se sont inspirés des jeux vidéo, des films. On a fait le trébuchet et on a montré aux historiens, on a dit mais pas du tout réaliste, votre truc, ça marchera jamais. Donc en fait, ils sont allés retrouver des vidéos d'amateurs qui s'amusaient à fabriquer des trébuchets et à lancer des projectiles parce que eux, ils avaient trouvé un mécanisme qui correspondait mieux à ce qu'on pourrait faire. Donc grâce à ça, on a refait un trébuchet crédible et là, normalement, c'est un trébuchet qui aurait pu fonctionner et détruire des tours adverses. C'est que moi, dans la vraie vie, j'ai utilisé ce qu'on appelle un couillard, qui est un dérivé du trébuchet, 14e notamment, et j'ai pu tirer de nombreuses fois avec. Effectivement, j'ai étudié ce couillard quand je faisais mes recherches. Il y avait la bricole aussi, il y en avait plein à l'époque, des systèmes différents. Le Mangono. Bricole plus petit qu'on installe plus sur les remparts. Et alors, cette Carcassonne du XIVe siècle qu'on explore, on l'explore à travers une vingtaine de tableaux, il me semble. Un des gros points forts de l'expérience aussi, c'est cette reconstitution architecturale. Et on l'a dit, Carcassonne, elle a été retouchée par Viollet-le-Duc. Alors Viollet-le-Duc, il a fait des trucs absolument incroyables. Parfois, il a été aussi critiqué. La ville, elle a aussi évolué, hein, donc depuis le XIVe siècle. Comment est-ce que vous avez fait pour essayer de retrouver son apparence du XIVe siècle? Alors déjà, pour Viollet-le-Duc, on avait déjà travaillé sur Notre-Dame. D'ailleurs, on rencontre Viollet-le-Duc dans Notre-Dame. Donc on connaissait bien le personnage et on savait qu'il avait un monde médiéval idéalisé. En gros, Viollet-le-Duc, lui, son objectif, c'était de montrer ce que ça aurait pu être s'ils avaient les outils qui leur permettraient de faire ce qu'ils voulaient. Sauf qu'en réalité, il y avait beaucoup d'intentions de sa part. Et il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément réalistes par rapport à la période. Et donc nous, on était super vigilants avec ça et on en a parlé aux historiens. Et il y avait des choses d'ailleurs, sur Internet, on voyait beaucoup les toits en pointe n'étaient pas en pointe à l'époque. Donc on a posé la question aux historiens et en fait, ils ont fait des recherches et si. Peut-être pas avec ce revêtement et peut-être pas dans la forme exacte de Viollet-le-Duc, mais au final, c'était bien possible puisqu'il y avait des références ailleurs dans d'autres cités, dans d'autres villes, et dans des croquis aussi, parce que des fois, ils trouvent des croquis de à peu près la même période, peut-être 50 ans après, mais qui ont les mêmes motifs, et là, on se dit, ok, bon. Pour le coup, Eugène Viollet-le-Duc n'était pas trop éloigné de la réalité, donc c'est là où il y a plein de choses où on est super vigilant parce qu'on sait que la restauration, ça modifie beaucoup de choses. Et puis des fois, on n'a pas vraiment de réponse, et là, on les laisse nous proposer une réponse et on les suit, hein, on leur fait confiance. Alors ce qui est intéressant aussi quand on visite cette Carcassonne du XIVe siècle, c'est qu'on voit pas mal de... Alors pour le profane qui connaît rien en histoire ou en période médiévale, il va être un peu surpris de voir qu'il y a énormément de structures en bois qui ont été rajoutées autour des murailles. Autour des murailles et aussi, donc ça c'est pareil, c'est énormément de travail de recherche, mais donc en fait quand on se prépare à un siège ou quand on se prépare à l'arrivée du roi, on va mettre en place ce qu'on appelle les ours. C'est des structures en bois qui sont devant les créneaux des remparts et qui permettent d'attaquer l'ennemi par le haut, quoi, comme avec des machicoulis. Et toutes ces structures-là, tout a disparu. Donc il faut avoir des références, mais ça, on n'est pas les seuls à essayer de retrouver comment c'était fait. Faut avoir des références et on teste beaucoup de choses au niveau des proportions. Alors là, on a un peu triché parce que nous, il faut qu'on ait les visiteurs qui puissent marcher aussi, vu qu'on permet de visiter. Donc on a un peu agrandi certaines parties des ours, mais il y a plein de recherches là-dessus. Mais c'est surtout, en fait, il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette période qui ont disparu puisque c'était des structures amovibles et dont on n'a plus du tout de traces. Donc il y a beaucoup aussi de recherches de praticité. Et par exemple, dans la cour du château, à un moment on se balade dans la cour du château, donc pour le coup là il y a plein de nobles autour de nous, il y a des scènes de drague, il y a des petits dialogues sympas entre
entre nobles, etc. Mais cette cour-là, elle a pas du tout le visage de l'époque actuellement. Donc il fallait retrouver un peu comment c'était fait. Au début, on pensait que s'il y avait des écuries, puisque ça paraissait pratique de mettre ses chevaux à cet endroit-là. Au final, les historiens, une fois qu'on avait fait les écuries, ils ont dit non, c'est pas possible. Ensuite, on devait imaginer tout ce qui était coursive en hauteur, vu que c'était des passerelles et des salles entières en bois. Parfois pour des questions de défense, puisqu'on pouvait casser le truc quand on nous attaquait, et ça c'était très pratique. Dans Carcassonne, il y a des endroits qui sont réfléchis spécifiquement pour qu'on puisse casser cette partie-là, et en fait, ça bloque complètement les assaillants, puisqu'ils sont à 10 mètres de haut, et qu'il n'y a plus de passage possible. Donc ça, c'était aussi fait pour ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, déjà, il y a toutes ces structures en bois, et en plus de ça, même à l'intérieur des habitations, en fait, quand on vient quelque part, on vient avec tout. Les meubles, la vaisselle, les armoiries, les vêtements, et on repart avec tout. Donc c'est difficile de savoir ce qui reste, surtout quand on fait les stages, donc on reste que 6 mois et on part, donc c'est encore plus spécifique à Carcassonne, mais c'est difficile de retrouver en fait ce qui était exactement à cet endroit, à cette période précise. On l'a dit tout à l'heure, vous avez fait appel à des comédiens pour les personnages. Comment ça s'est passé, cette création des personnages, justement, que ce soit de l'écriture jusqu'à l'aspect, enfin l'apparence que vous leur avez donnée, et est-ce que d'ailleurs le travail des comédiens a influencé cette représentation dans cette expédition? Ouais, je pense parce qu'ils avaient des fortes personnalités. Et, une façon de parler et des gestuels propres à eux qui marchaient bien. Donc, en gros, avec les auteurs, Anthony et Guillaume, on a imaginé les personnages dans toute la partie narrative, leur personnalité, leur âge, même un peu leur physique, leur façon de s'exprimer. Et ensuite, le travail de Guillaume et d'Angélique, la chef de projet, c'est d'aller faire du casting et de trouver des acteurs qui puissent correspondre et qui matchent bien avec ce qu'on avait en tête. Donc, on a eu des castings, on a trouvé nos acteurs et ensuite on a fait les tournages de répétition, comme je disais. Donc, il y a eu plusieurs tournages où on relit tous les dialogues, on refait toutes les scènes. Et là, il y a de la direction d'acteurs. Donc, c'est principalement le travail de Guillaume, mais on est là aussi pour anticiper les événements parce que comme on connaît nos scènes par cœur et qu'on connaît nos persos par cœur, on peut aider. Et il y a plein de tics de langage ou de façons de jouer le jeu qui nous ont influencés et qu'on a pioché chez les acteurs pour le mettre dans le personnage. Donc c'est vraiment communicant et c'est ça qui est intéressant quand on a des acteurs qui vont incarner le personnage. Parce que, comme je le disais un peu avant, on a scanné les acteurs, c'est leur voix et on a pris leurs animations, donc ce qu'on appelle la motion capture. Mais c'est vraiment ces acteurs-là que vous retrouvez dans l'expérience. Donc motion capture, donc on capture les mouvements et donc les déambulations des différents acteurs. Donc j'imagine que en studio, quand vous faites ça, est-ce que eux doivent se visualiser mentalement l'espace ou est-ce que vous avez des petites astuces style tiens là il y aura une table et donc vous mettez une table ou un objet qui qui représente la table? Ouais, c'est des cartons, du polystyrène et des tables et voilà, et des marques au sol. Et on leur montre un peu les gros volumes comme ça. Après, dès qu'on a quelque chose à leur montrer sur le moteur, on leur montre sur le moteur aussi la scène. Et il y a une projection. Hein. C'est sûr que c'est un travail de projection pour eux. Donc, ils s'entraînent comme ça. Et après, quand on est à la motion capture, là, on a quand même la scène en 3D qui est projetée sur un mur. Et là, il y a quand même tous les objets qu'ils vont manipuler qui sont qu'on appelle traqués, donc leurs mouvements sont captés aussi. Donc ils attrapent des vrais objets, ils touchent des vraies tables, enfin des structures qui ressemblent bien sûr, mais c'est toute une reconstitution aussi dans le studio.
Alors tout à l'heure, on a parlé aussi rapidement des vêtements, où tu nous disais que bon, parfois par exemple pour un des personnages, il y a eu une interprétation, vous dites voilà. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a autant de traces, de sources historiques sur les vêtements du bas peuple que sur celles du sénéchal par exemple? Alors là, je n'aurais pas toutes les informations sur le sénéchal ou le bas peuple. Non, là je dis sénéchal, mais c'est les hautes sphères, parce que tu vois, on les représente quand même plus sur des tapisseries, peut-être que, dans l'iconographie que les pauvres, je ne sais pas. Pas forcément, on avait pas mal d'infos sur, par exemple, les teintures des pauvres. Par exemple, ils étaient souvent en orange parce qu'on utilisait de la pelure d'oignon pour teinter les vêtements. Donc on a pas mal d'infos comme ça qui peuvent nous aider. En revanche, pour ce qui est des illustrations, il faut se dire que c'est un peu le Instagram de l'époque. Donc pour les visages ou pour les vêtements, il y a des choses où bien sûr on va s'en inspirer, mais il faut être un peu vigilant quand même. Donc oui, on a beaucoup d'illustrations, mais on a aussi beaucoup d'infos sur la manière dont ils étaient fabriqués. Donc je pense que ça s'égalise au final. Après, il y a beaucoup de règles de caste en plus qui ont été données. Donc, il y a des couleurs sur tel caste, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des couleurs qui étaient faites que pour les marchands, par exemple, ou que pour les nobles, ou que pour les héritiers. Donc, voilà. Là, on l'a pas trop mis dans Carcassonne, mais je sais que dans Notre-Dame, c'était important d'avoir toutes ces infos. Là, on a certaines personnes qui portaient une croix jaune. C'est quoi? La croix jaune, donc la croix jaune romaine, c'était le signe pour un hérétique qu'il avait avoué ses torts et qu'il était repenti. Voilà, ça fait pas mal de références à d'autres périodes un peu sombres de l'histoire, mais en gros, ils ont une croix sur eux et ils doivent se balader avec pendant toute leur repentance. Je sais pas si c'est le terme, mais en gros, ils sont stigmatisés. Donc tout le monde sait qu'ils ont été hérétiques, accusés d'hérésie, qu'ils ont avoué, et ils doivent assumer en fait leur tort pendant des semaines. Et ils se baladent avec cette croix jaune qui est cousue sur leurs vêtements. Et le problème, hein, c'est que ça marque un peu la personne, ça l'accuse auprès de ses proches, et surtout, on n'a pas trop envie de traîner autour de quelqu'un qui est hérétique, puisque de traîner avec des hérétiques, c'est déjà un acte d'hérésie, un peu selon l'Inquisition. Donc, on rencontre plusieurs dans l'expérience et on comprend que c'est difficile pour eux. Et puis surtout, il est possible qu'ils aient avoué parce qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. Donc, c'est toute l'ambiguïté de la période. Que des fois, hein, pour qu'on nous laisse tranquille, on dit ok, je vais porter la croix pendant un an, mais au moins, ça s'arrête. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de ces échanges avec les scientifiques qui vous permettent de nourrir votre univers et de le rendre crédible. Or, on sait que l'histoire, comme dit un de mes copains, elle est faite de trous et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que là, vous avez été confronté vraiment à des trucs où là, vous dites on sait pas, les copains historiens, vous en savez quoi? On sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, plus grand-chose, hein, puisque on a essayé un peu de solutions à tout. J'ai pas en tête. Peut-être, oui, la taille de Philippe le Bel. Ça, c'était une grosse question. On a voulu reproduire Philippe le Bel à un moment, parce qu'il y a l'arrivée du roi, et on a demandé aux historiens, mais il fait quelle taille Philippe le Bel? Aucune idée. Personne ne sait quelle taille fait le roi de France. C'est fou quand même, parce que c'est des choses où on se dit, bon, il y a quand même quelqu'un qui l'a notifié quelque part. Et du coup, on l'a mis sur un cheval et on s'est pas embêté comme ça. On sait pas trop s'il est grand ou petit. Ça se trouve, c'était Lord Farquaad dans Shrek. En plus, on l'a fait pas du tout beau, le pauvre. Bref, c'est pas Philippe le Bel. Alors tout à l'heure, tu as évoqué aussi un truc très rapidement. On parlait des seigneurs du Nord qui débarquent à Carcassonne. Or, à ce moment-là, on parle pas forcément la même langue. Il y a la langue d'Oil et la langue d'Oc. Comment est-ce que vous avez décidé de représenter ça dans cette expédition immersive? On a décidé d'utiliser l'occitan pour la langue d'Oc. Donc on a appris des acteurs qui parlent occitan et qui font un peu tous les personnages de la cité et des alentours en parlant occitan. Donc on a le français pour la langue d'Oï, donc le nord,
et l'occitan pour la langue doc. On va garder pour toutes les langues l'occitan pour représenter un peu le fait qu'on soit pas dans notre environnement naturel, on va dire, en tant que personne du Nord, et qu'on comprenne pas tout ce qui se passe autour. Donc, on a enregistré du latin aussi, puisque au niveau liturgique, dans la cathédrale, il y a du latin. Et voilà, ça montre un peu que c'était melting pot, comme on dit à l'époque, surtout Carcassonne, parce qu'il y a eu plein de peuples différents, plein de langues différentes, plein d'influences différentes, plein d'inspirations différentes. Et ça fait du bien aussi d'entendre un peu l'accent du Sud et des mots qu'on connaît pas trop. Ça me fait penser à une autre ambiance, parce que, une autre question, parce que cette caractéristique de la langue, elle nous plonge quand même dans une ambiance médiévale de l'époque, et dans les jeux, le cinéma, et donc ce type d'expérience, d'expédition immersive, la question se pose aussi, comment est-ce qu'on va reconstituer le son ? Parce que, tu vois, l'ambiance sonore, parce que l'ambiance sonore du Moyen-Âge, d'une ville du Moyen-Âge, elle n'a rien à voir avec nos klaxons de nos villes modernes, tu vois. Mais déjà, c'est comment on va reproduire les dialogues pour qu'il y ait un ton médiéval. Et ça, on a un dialoguiste qui est venu nous aider, qui s'appelle Vincent Motez, et qui est spécialiste un peu dans toute cette période, et qui a fait pas mal de spectacles. Donc déjà, il a donné une phrase, avec des petites expressions, des choses qui nous replongent un peu dans cette période-là. Et ensuite, à l'époque, il faut savoir que les habitants n'ont pas l'heure. Donc le son est extrêmement important pour eux, que ce soit les sonneries militaires, puisque il y a un couvre-feu dans la cité, donc elle ouvre à 8h, elle ferme à 19h, et pendant même la nuit, il y a des tours de garde, et tout ça, c'est des sonneries. L'ouverture des portes, c'est une sonnerie, donc il y a beaucoup de sonneries militaires, donc avec des trompettes. Il y a des personnes qu'on appelle les trompestes qui sont chargées de ça. Donc il fallait retrouver un peu des mélodies et des instruments de l'époque. Et il y a aussi les sonneries des cloches pour les messes, parce qu'à l'époque, la messe, c'est très important, ça rythme aussi la journée. Donc on a travaillé aussi avec les historiens dessus, et pour la musique spécifiquement, on a travaillé aussi avec un groupe qui s'appelle Into the Winds, et qui font un peu une enquête de leur côté, de trouver des partitions ou de reproduire des musiques médiévales, et qui jouent des instruments comme la doucène ou autres instruments médiévaux qui permettent d'avoir toutes ces sonorités. Et alors toi, en dehors du lead design et de ton rôle sur l'écriture en tant que Ludovic, est-ce que tu as appris des trucs en bossant sur ce projet qui t'ont un peu étonné sur cette période médiévale, sur Carcassonne? Alors j'ai appris des choses comme l'Inquisition, je ne savais pas du tout que ça venait de Carcassonne. C'est de my bad, je pensais que c'était d'Espagne et que c'était lié à tout ce qu'on connaît de l'Inquisition. Après, c'est plutôt, j'ai pas d'anecdotes un peu rigolotes. Enfin, je vous en ai donné des petites, mais j'ai pas de choses qui m'ont surprise plus que ça. Je savais pas du tout. Donc ça, c'est pas très fun, mais que c'était un pouvoir centralisé avec des métiers. En fait, nous, on pensait qu'on était encore dans la période des chevaliers à cette époque-là, mais il n'y a plus de chevaliers, c'est plus la féodalité, il y a plus. En fait, il y a des employés qui travaillent pour le roi et qui ont des postes. Et même juste après, on a les gardes de la cité qui vont devenir les morte-paye et qui vont avoir un salaire à vie héréditaire. Donc c'est vraiment des fonctionnaires plus quoi, parce qu'en plus de ça, ils donnent le poste à leurs enfants et ils sont assurés à vie d'avoir leur salaire. Donc c'est vraiment une structuration différente, et je savais pas du tout qu'à cette époque-là, c'était ça. Quelqu'un qui dit manque un peu de romain à cette histoire de Carcassonne. On l'évoque. C'est évoqué dans cette expédition. On en cause même plusieurs fois, je crois. Ouais, après, il y a toute un historique de la période gallo-romaine, puisque la plupart des tours ont été créés à ce moment-là, et une partie des remparts.
Mais bon, là, on est loin quand même, hein. On est loin de cette période-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été construites entre-temps. Après, il y a l'église qui a une partie romane. Mais ça, voilà. Une partie gothique et une partie. En tout cas, cette cité de Carcassonne, elle reste hyper impressionnante quand on la visite. Alors, je sais plus exactement le nombre de tours. C'est 50, 52, je sais plus. Mais enfin, c'est... il y en a quand même beaucoup et ça fout un peu le vertige. On a même, à un moment donné, sur une tour, un moulin. Bah alors nous, ce qu'on sait des tours, c'est qu'elles devaient être en parfaite autonomie. Donc on devait pouvoir faire notre nourriture et survivre en cas de siège. Donc ça, on le montre un peu. Donc ils faisaient leur pain dans les tours. De garde, hein, c'est des gardes, mais ils font leur pain. Ils vivent leur vie en fait en pleine autonomie. Et, je pense, j'ai pas le détail du moulin, mais je pense que c'est lié à ça. Ouais, en tout cas, je vous invite tous ceux qui nous écoutent à découvrir cette expérience-là. Alors, d'ailleurs, ces expéditions immersives Escurio, en particulier sur Carcassonne, elles seront là pendant combien de temps? Ça dure indéfiniment. En fait, on va ouvrir de nouvelles salles là dans le monde. Là, c'est uniquement en France actuellement, et après, on va partir dans le monde et en fait, toutes nos salles proposent toutes nos expéditions. Enfin, ce ne sont pas nos salles, c'est des exploitants, mais ils proposent nos expéditions. Et on peut faire les impressionnistes, Monde disparu, Carcassonne. C'est comme une salle de cinéma, mais les films restent tout le temps en fait. Et on essaie au choix. Et donc, on rappelle, il y a Paris, Bordeaux et Lyon. Paris, Bordeaux, Lyon de sortie. Et après, là, on part en Turquie, en Chine, et après dans plein d'autres pays. Bon, super. Est-ce que concernant les sujets du jour, t'as que ce soit un documentaire, que ce soit des vidéos, que ce soit des bouquins pour en savoir plus, alors que ce soit sur Carcassonne en tant que telle, son histoire, ou sur la pratique justement de ce que vous faites? Alors sur Carcassonne, j'ai demandé à Julie Gaillet, qui est notre coordinatrice de recherche, parce qu'elle travaille avec les historiens en direct, de nous donner des ouvrages. Donc j'ai Jean Guilaine, Histoire de Carcassonne, Jean-Pierre Panouillet, Carcassonne, Histoire et Architecture, Jean-Pierre Panouillet, La Cité de Carcassonne, et Jean Blanc, La Cité de Carcassonne, des pierres et des hommes. Donc ça, c'est des choses qui sont validées historiquement et qui nous ont aidés pour aussi lire de notre côté. Après, il y a les éditions du patrimoine du CMN qui font des livres. Je pense que certains en partie là, mais après, vous pouvez aller voir, puisqu'ils éditent des livres, le CMN. Et sinon, pour mon métier de designer, ils sont derrière là. Mais donc, j'ai l'anatomie du scénario de John Truby que je conseille. C'est un peu le grand expert du script doctor. Donc, en gros, il analyse des scénarios et il aide les séries à faire des scénarios cool. Donc ça, je le conseille. Il y a, alors je sais plus comment il s'appelle en français, je regarde, L'art du game design de Jesse Chill, qui est un peu le livre à avoir quand on veut être designer. Et moi, mon préféré, c'est l'approche to level design de... on va juste... Ouais. On répète juste le titre parce qu'il a été mangé par le micro. Alors, c'est An Architectural Approach to Level Design de Christopher Totten. Et ça, c'est top parce que ça fait des liens sur l'architecture et la façon dont on gère le déplacement du public, même dans une gare ou dans une église ou dans une ville, et ce qu'on fait dans le jeu vidéo ou dans les environnements virtuels. Puisque en fait, tout ce qu'on fait, c'est déjà ce qu'on fait dans les villes et dans les villages depuis toujours. C'est imaginer des landmarks en hauteur qui nous permettent de nous spatialiser dans la ville. C'est imaginer un peu des lieux restreints pour qu'on se sente un peu dans notre petit cocon et en sécurité, et des lieux immenses comme un hall de gare qui nous poussent plutôt à déambuler et à marcher. Et tout ça, c'est ce qu'on utilise dans le jeu vidéo, mais aussi là, ce qu'on fait dans la réalité virtuelle.
Alors maintenant que... Alors Carcassonne, là, c'est sorti ou ça va sortir? C'est sorti en France. C'est sorti en France. Et maintenant que c'est sorti, alors j'imagine que vous êtes toutes soulagées dans l'équipe et fiers du boulot accompli. Mais j'imagine que vous en restez pas là. Vous êtes en train de bosser sur d'autres projets? Oui, mais je peux pas en dire plus. Mais on a des super projets avec des thématiques super intéressantes là sur lesquelles on travaille. Ouais, dès qu'on a terminé la production, nous on se remet en écriture et en conception pour enchaîner et sortir des expériences tous les ans. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter pour les gens qui nous écoutent avant qu'on clôture cette émission? Non, bah, ce que j'ai ajouté, c'est qu'on a beau parler de la réalité virtuelle, il faut vraiment bien pour comprendre de quoi on parle et comment c'est impactant pour le cerveau et comment ça fonctionne super bien, en fait. Nous, ce qu'on espère, c'est que le plus de monde puisse tester ça et nous faire des retours aussi. N'hésitez pas, même au niveau historique, on a les historiens disponibles. Donc, si vous avez des petits retours ou des petites questions, on pourra leur partager, essayer de s'exprimer sur les réseaux. Et puis, bravo à toutes les équipes d'Excurio qui font un travail de fou depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail pour vous livrer ce qu'on voit là actuellement. Donc, voilà, bravo à tout le monde et merci à toi de parler un peu de notre travail. Merci à toi, Ludo, pour ce moment. Merci du coup à Escurio, au Centre des Monuments Nationaux aussi, hein, qui nous a accompagnés tous sur ces projets. Et à très bientôt sur Nota Bene. Merci Louis, comme d'hab, pour la préparation. Ciao, ciao tout le monde et merci encore Ludo.